Il y a eu un tel dénigrement quand même de 68, hein, on serait peut-être d'accord, mais là aussi on pourrait échanger à ce sujet. Je crois que quand même pendant en tout cas plusieurs décennies à présent, puisqu'on en est à 50 ans, et je voudrais faire une parenthèse sur le fait que je ne voulais pas du tout commémorer 68, hein, pour ma part. J'y travaillais depuis des années, voilà, ça faisait des années que j'étais plongée dans des sources diverses sur 68, et même j'étais un peu désolée que le livre, pour tout vous dire, hein, je vous dis vraiment vérité, vrai de vrai, croix de bois, croix de fer, j'étais désolée que le livre sorte en 2018, parce que ça faisait vraiment coucou, voilà, c'est cinquantenaire, je sors un livre, alors que pas du tout, parce que les commémorations, enfin, je ne sais pas si vous partagez cette idée, mais les commémorations en général, elles contribuent à enterrer le passé, elles veulent l'embaumer, elles veulent le figer, donc, alors que moi je pense que c'est un événement qui reste très vivant, et d'ailleurs on a l'occasion depuis quelques semaines, voire quelques mois, de le mesurer, parce que beaucoup de personnes qui se mobilisent aujourd'hui dans des occupations d'université, dans les grèves, ici ou là, notamment chez les cheminots, les hospitaliers, les fonctionnaires, les retraités, etc. Bon, on a quand même évoqué 68, ça reste un passé qui reste très présent, qui reste très brûlant et qui est réactivé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille en faire un modèle, un fétiche, quelque chose qu'il s'agirait à toute force de se remémorer précisément pour le plaquer sur notre présent. Mais je pense que c'est toujours une source d'inspiration et qui a dès lors suscité aussi beaucoup de disqualifications. Alors il y a deux types de disqualifications de 68, et notamment de la part d'une petite partie de ces anciens protagonistes. Bon, et alors je vais en parler très ponctuellement, mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'évoquer les millions de personnes qui n'occupent pas le haut du pavé, et celles et ceux qui justement ont tenu les pavés en 68, mais qui sont restés finalement des inconnus, mais qui ont largement fait l'histoire et contribué à l'intensité de l'événement. Donc, premier type de disqualification, c'est oui, on était jeunes, on était surtout des fils à papa, c'était quand même surtout une révolte d'étudiants, et puis voilà, c'était une belle parenthèse heureuse et joyeuse, mais elle s'est terminée, et puis on est rentré dans le rang. Et ça, en fait, c'est quand même une manière de réduire considérablement l'événement, puisque évidemment, 1968, c'est d'abord et avant tout une grève générale, voilà, avec des occupations, avec toute une manière d'avoir l'espoir de changer la vie, et ça a concerné 10 millions de personnes. Plus de 7 millions de grévistes salariés, mais aussi des artisans, des agriculteurs, évidemment des étudiantes et des étudiants, des élèves de lycée. Donc au total 10 millions de personnes qui à un moment donné se sont arrêtées de travailler, qui ont contribué à paralyser pendant quelques semaines au printemps l'économie du pays, et qui par là même ont réinventé leur lieu de travail, les ont découverts autrement, et se sont mis à élaborer ensemble des projets, et c'est ce qui va notamment m'intéresser ce soir et dont on pourra discuter. Donc 68 n'est pas d'abord et avant tout, n'est pas principalement, ou n'est pas seulement en tout cas une révolte étudiante, même si bien sûr le rôle des étudiantes et étudiants a été tout à fait crucial. On va le voir, c'est pas forcément la seule étincelle du moment. L'autre forme de dénigrement de 68 est encore pire finalement, enfin je sais pas ce qui est le pire, mais c'est de dire tout ça, c'était nihiliste, c'était destructeur, 68 a tout détruit, a détruit les valeurs, a détruit la culture, l'éducation, la famille, et n'a rien reconstruit. Et ça me semble être aussi une sorte de contresens historique, hein, qui s'accompagne souvent du discours selon lequel « Ah mais regardez 68, ça a donné le néolibéralisme, ça a donné l'individualisme, le présentisme, tout un cortège de noms dont le suffixe en isme est déjà particulièrement dénigrant lui aussi. » Et en réalité, non, enfin pas du tout. 68, c'est pas du tout un moment individualiste, c'est pas non plus un moment destructeur. Et là aussi, c'est pour ça que j'ai proposé à Sandra notamment d'insister ce soir sur l'idée des pratiques de 68 et des projets aussi, parce qu'il y a eu énormément d'imagination, de créativité, hein, de projection dans l'avenir, ce qui n'empêchait pas, et j'espère qu'on aura aussi le temps d'en parler, de se référer au passé. Hein. 68 n'est pas du tout un moment d'enfermement dans le présent, comme certains ont pu le dire, ou en avançant un slogan, par exemple tout de suite, qui n'est d'ailleurs pas directement issu, enfin pas né en 68, alors tout de suite, donc supposément ça serait révélateur de l'ensemble de l'événement. Pas du tout,
il y a ce qu'on pourrait nommer une historicité, c'est-à-dire vraiment une densité historique de l'événement. On a vraiment conscience de vivre un moment exceptionnel. On se projette dans le futur, dans des futurs imaginés, hein, dans des espoirs d'un monde plus juste, avec une justice sociale et davantage d'égalité, davantage d'émancipation aussi et d'épanouissement pour tous et toutes. C'est un moment de grande solidarité, mais c'est aussi un moment où on se réfère au passé, et le passé y est justement assez vivant. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est très important de ne pas enfermer 68 dans ces seuls slogans, hein, parce que la plupart du temps, cette double disqualification qu'on entend au sujet de 68 se font toujours sur simplement des slogans. Voilà, je sais pas, jouissons sans entrave, il est interdit d'interdire, sous les pavés la plage. Et d'ailleurs, Strasbourg a une lourde responsabilité dans cette affaire, puisque les situationnistes à Strasbourg ont été les plus virulents, les plus engagés, avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de créativité artistique, politique, donc une très grande intensité. Mais les quelques slogans, notamment tracés par les mains des situationnistes ici, à Paris, à Nantes, ou à Lyon, ou ailleurs, parce que partout il se passe quelque chose, eh bien, ces slogans ne symbolisent pas à eux seuls justement ce moment 68, cet événement qui concerne tant de millions de personnes. Et je pense que par exemple ces femmes, j'ai choisi justement pour la couverture du livre cette photographie que j'aime beaucoup, parce que ce sont des femmes, c'est pas Paris, c'est pas des étudiants, ce sont des ouvrières et des ouvriers, des employés également d'une usine qui se trouve être implantée à Lyon. C'est une usine d'électroménager, et j'aime bien cette photo parce qu'elle représente justement la joie de 1968 aussi. On va pouvoir y revenir sur la question des émotions, mais je ne pense pas par exemple que ces femmes que vous voyez là, joyeuses et heureuses de ce moment extraordinaire, disaient tous les jours de 68 « jouissons sans entrave, jouissons sans entrave ». Je pense que ce n'était pas tout à fait ce qu'elles avaient en tête, mais on pourra en reparler. Alors, il faut se rappeler quand même que 68, évidemment, n'est pas né comme ça, ex nihilo, n'a pas surgi comme un éclair dans un ciel serein, et que dès avant 68, il y avait des mouvements sociaux très très importants, des grèves. L'année 1967, c'est une année de pic de grève, c'est une année d'une grande intensité sociale, à la fois parce que, comme vous le voyez sur ce mur à propos de la Rhodia, la Rhodia CETA, c'était des entreprises de fabrication de textiles, fabrication de textiles artificiels, nylon, tergal, implantées à Besançon, à Lyon, à Saint-Fond, à Vèze, etc. Et il y avait déjà eu une grève très importante à la Rhodia CETA, parce qu'elle avait eu cette particularité de déboucher sur une occupation de l'usine. Et l'une des perspectives de l'époque à la Rhodia, en 67, c'était de dire « nous sommes des hommes, pas des robots ». Alors bon, on dirait bien davantage aujourd'hui « nous sommes des femmes et des hommes, pas des robots », mais l'essentiel c'était de dire là qu'il s'agissait de s'opposer à une sorte de mécanique du travail, une mécanique assez aliénante, puisque c'est l'un des mots de l'époque aussi, l'aliénation, essayer de lutter contre le fait de se sentir finalement étranger à soi dans le travail à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on a un contexte qui invite finalement à ce surgissement. Souvent, vous savez, vous avez peut-être en tête, on cite le titre d'un article d'un journaliste éditorialiste du Monde, Pierre Viançon-Pontet, qui au début de l'année 68 écrivait « La France s'ennuie ». Donc la France s'ennuie, donc on s'est toujours référé au titre de cet article pour dire mais voyez, mais personne n'avait pu prévoir 68, c'était complètement fou 68, puisque c'est une irruption alors que la France est prospère, alors qu'il n'y a pas de problèmes sociaux, politiques, que tout va bien pour tout le monde. Et d'ailleurs, Viançon-Pontet dit « La France s'ennuie ». Mais justement, si on prend tout simplement la peine élémentaire de lire l'article de Viançon-Pontet, on s'aperçoit qu'il décrit d'une part, en effet, des révoltes internationales, vraiment des révoltes partout dans le monde, et notamment de la jeunesse, je vais en reparler, et puis de l'autre côté, une France qui apparaît plus paisible, mais qui ne manque pas de tensions sociales. Il décrit vraiment des conditions sociales très dures, aussi bien pour le monde ouvrier, pour certains agriculteurs, pour des retraités qui peinent à joindre les deux bouts.
Donc il faut se rappeler que, bien sûr, a posteriori, Jean Fourastier a pu parler de 30 glorieuses à propos de la période qui court des années, en gros 45 aux années 75, au milieu de la décennie 70. Mais il faut vraiment s'interroger sur la pertinence de cette notion de 30 glorieuses, parce que glorieuse par rapport à quoi? Alors, il ne faut pas balayer ce terme d'un revers de main, mais en tout cas le nuancer et rendre à la période sa complexité. C'est sûr qu'on n'est plus dans cette fin de décennie 60, dans ce long contexte qui a été si dur, si éprouvant pour les sociétés européennes, dont la société française, marquée par les guerres incessantes, le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine pour la France, certes un peu plus lointaine, mais qui marque quand même beaucoup les esprits, et plus encore la guerre d'Algérie. Et je pourrais y revenir, la guerre d'Algérie continue de jouer, de travailler dans les mémoires et dans le présent des protagonistes de 68. Donc on est quand même dans une phase de sortie de guerre où enfin un certain confort élémentaire est accessible, tout relatif, je vais y insister, mais évidemment pouvoir accéder à l'achat d'un réfrigérateur ou d'un lave-linge par exemple, c'est sûr que ça change la vie au quotidien et ça améliore l'ordinaire. Pour autant, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que c'est une société qui est marquée par des inégalités extrêmement profondes et qui se voit vraiment concrètement, y compris chez les jeunes les plus privilégiés qui, quant à eux ou quant à elles, n'auraient pas forcément de raison directe et personnelle de se révolter. Mais il y a quand même cette conscience que le monde ne tourne pas tout à fait rond. Il y a 5 millions de personnes en 68 en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. 5 millions de personnes, donc c'est considérable. Il y a 2 millions de personnes qui vivent avec des salaires de très bas salaires, vraiment de très bas salaires, l'équivalent aujourd'hui de 400 ou 500 euros. On est souvent payé aux pièces encore à cette époque. Donc il y a une pression terrible sur les cadences, sur la productivité, dans une société qui de manière générale est très autoritaire, où il s'agit quand même de marcher au pas. On pourrait y revenir plus en détail, mais notamment dans les entreprises, voilà, les pressions hiérarchiques de tous ordres sont à certains égards écrasantes et étouffantes. Et ce, à tous les moments de la trajectoire biographique des gens, puisqu'on commence à travailler très tôt à cette époque. En 68, c'est vrai que là, je vous l'ai dit, on parle beaucoup des étudiants. Mais les étudiants, ils sont vraiment une toute petite minorité. Ils représentent 12% seulement de leur classe d'âge. Voilà. Ils sont 500 000 en 68, donc c'est énorme, la croissance a été tout à fait exponentielle par rapport à 1945 où ils et elles étaient 100 000, mais c'est toujours un monde extrêmement restreint, où il y a moins de 8% d'enfants d'ouvriers, moins de 5% d'enfants d'agriculteurs dans l'enseignement supérieur. Donc l'essentiel des jeunes, voilà, en 68, ils sont ailleurs que dans les universités. Ils sont, pour certains, dans les lycées, mais pour beaucoup, tout simplement, dans les entreprises, les usines, les bureaux, les magasins, les chantiers du bâtiment ou les exploitations agricoles. C'est ça qu'il faut vraiment bien souligner pour comprendre aussi la force des interactions sociales qui se jouent en 1968. Et donc on commence à travailler souvent dès l'âge de 16 ans, parfois même avant. Il y a une loi de 1959 qui reporte à 16 ans l'âge de la scolarité obligatoire, mais cette loi met vraiment beaucoup de temps avant de se mettre en pratique de manière généralisée. Et donc il n'est pas rare en 1968 de trouver des jeunes qui ont déjà commencé à travailler dès l'âge de 14 ou 15 ans. Et ce, encore une fois, dans des conditions très rudes. On travaille beaucoup à cette époque. Ça peut vous expliquer aussi la Rhodia, voilà ce qui se disait à la Rhodia, nous ne sommes pas des robots. La France est le pays d'Europe, à ce moment-là, qui a la plus longue durée hebdomadaire du travail. On travaille 46, 48 heures en moyenne, parfois 50, parfois davantage. Donc c'est un monde qui est extrêmement pesant du point de vue de ces contraintes. Et la vie quotidienne n'est justement pas si prospère que le terme de 30 glorieuses pourrait le laisser a posteriori imaginer. Parce que voilà, il y a la moitié des logements qui ne sont pas équipés de choses aussi élémentaires que l'eau courante ou des toilettes. Il y a un tiers des logements qui sont considérés comme surpeuplés en 1968, surpeuplés. Donc c'est vrai qu'il y a toute une jeunesse qui surgit par la culture, par le rock,
par la chanson contestataire et par le fait tout simplement de pouvoir avoir cette culture, de pouvoir notamment avec les transistors, pouvoir écouter enfin, et c'est la première fois